Le Nigeria dispose enfin d'un gouvernement. Il est composé de 36 ministres et secrétaires d'État. Ouverture ce mercredi d'un sommet Afrique-Europe sur la crise migratoire. Objectif, trouver une solution au flux des migrants qui envahissent l'Europe. Enfin, nous parlerons athlétisme avec la démission ce mercredi de Lamine Diack du Comité international olympique, une démission qui intervient au lendemain de sa suspension du dit comité. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Je le disais à l'instant, le Nigeria s'est officiellement doté ce mercredi d'un gouvernement, le premier de l'ère Buhari. Il est composé de 36 ministres et secrétaires d'État. Ils sont issus de chacun des 36 États du pays afin de respecter les équilibres géographiques, ethniques et religieux. Comme prévu, le président Muhammadu Buhari s'est arrogé le portefeuille clé du pétrole dans ce gouvernement qui intervient 5 mois après sa prise de fonction. 36 ministres et secrétaires d'État ont prêté serment ce mercredi à Abuja, mettant ainsi fin à 166 jours d'exercice du pouvoir en solitaire du président Buhari à la tête du Nigeria. Muhammadu Buhari, qui a évoqué un nouveau départ, a justifié ce retard dans la désignation du gouvernement par la nécessité de mettre la bonne personne au bon endroit. Le nombre de ministères est passé de 36 à 24 et comme il l'avait annoncé en septembre dernier, le chef d'État s'est réservé le ministère du pétrole. Le général de brigade à la retraite Mohamed Mansour Dan Ali a été nommé ministre de la Défense et l'ancien chef d'état-major de l'armée Abdulrahman Dambazo a reçu le portefeuille de l'Intérieur. Le ministère des Affaires étrangères sera dirigé par un avocat d'affaires spécialiste de la propriété intellectuelle, Geoffrey Onyema. L'ancien gouverneur de l'État de Lagos, Babatunde Fashola, devient ministre de l'Énergie, des Travaux publics et du Logement. Et l'ancien gouverneur de l'État de Rivers, Rotimi Amaechi, prend la tête des transports. Le nouveau cabinet, qui compte 7 femmes, est composé de 36 ministres et secrétaires d'État issus de chacun des 36 États du Nigeria, afin de respecter les équilibres géographiques, ethniques et religieux du pays. Le chef de l'État équato-guinéen est candidat à la présidentielle de 2016. Teodoro Obiang Nguema, au pouvoir depuis 36 ans, a dit avoir reçu l'accord de tous ses militants pour être candidat à la prochaine élection dont la date précise n'est pas encore annoncée. C'était à l'ouverture du 3e congrès extraordinaire du Parti démocratique de Guinée équatoriale, dont il est bien sûr le président. Teodoro Obiang Nguema a également annoncé un prochain référendum sur la peine de mort dans son pays. Son régime, il faut le dire, est régulièrement dénoncé par les organisations de défense des droits de l'homme pour sa répression à l'encontre des opposants politiques, des organisations de la société civile et aussi des médias. Parlons maintenant de l'Organisation de l'aviation civile internationale qui exige de tous les voyageurs l'utilisation du passeport biométrique avant le 24 novembre prochain. À quelques jours de cette échéance, au Bénin, les autorités se disputent les prérogatives d'établissement de ce passeport, une situation qui n'arrange guère les étudiants, encore moins les malades en attente d'être évacués. Une menace d'harmonisation plane sur le Bénin. Dans le cadre de la modernisation et de la sécurisation des documents de voyage, l'Organisation de l'aviation civile internationale a institué l'utilisation du passeport biométrique par tous les voyageurs avant le 24 novembre 2015. Cette décision déjà effective dans de nombreux pays africains serait entravée au Bénin par un conflit d'attribution de l'établissement des passeports diplomatiques et passeports de service entre le ministère en charge de l'Intérieur et celui des Affaires étrangères. C'est à croire qu'on veut vendre le pays et à l'étranger, et particulièrement au pays vers lequel ces données doivent être transmises. Vous comprenez dès lors que toutes les manipulations sont possibles et que même notre souveraineté quelque part s'en trouve écorchée, sinon gravement blessée.
Une situation pourtant banale, car sur place, il existe de l'expertise qui date de plusieurs années déjà, et ceci sans faille. Les représentations du Bénin à l'extérieur étaient saisies presque tous les jours de cas de faussaires qui détenaient le passeport béninois et qui n'étaient pas béninois. Et donc ce passeport manuscrit à l'époque, jusqu'en 2001, juin 2001, était facilement manipulable sur les données. C'est GEB qui a été la seule société capable à l'époque de fournir une prestation de passeport lisible à la machine, donc qui contient un niveau de sécurité tout au moins 2 à 3. Malheureusement, cette situation qui perdure depuis plusieurs mois serait préjudiciable à de nombreux citoyens et créerait de graves désagréments à certaines personnes en attente d'évacuation sanitaire. Je crois qu'il y a une gêne en nous, Béninois, qui fout mal les choses que nous devrions chercher à corriger. Pendant que j'étais ministre, je suis revenu sur les textes, j'ai voulu remettre cela en cause. Parce que dans les autres pays, ça ne se fait pas comme ça. Quelle est aujourd'hui au Bénin la structure réellement compétente pour assurer l'établissement des passeports biométriques et diplomatiques ou de service? Les dispositions légales qui organisent la délivrance du passeport au Bénin, les dispositions prises par le gouvernement pour mettre un terme à ce conflit et éviter de continuer à bloquer la délivrance des passeports ordinaires sans oublier celles prises par le gouvernement pour respecter l'obligation d'utilisation du passeport biométrique par tous les voyageurs avant le 24 novembre 2015. Voilà autant d'interrogations pour lesquelles les réponses adéquates sont attendues. En Angola, on célèbre ce mercredi le 40e anniversaire de l'indépendance du pays. Plusieurs milliers d'invités ont pris part aux festivités, dont le président sud-africain Jacob Zuma. Occasion pour le président José Eduardo dos Santos de promettre à ses compatriotes le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le droit d'association et le droit de prendre part aux activités politiques dans le pays. José Eduardo dos Santos a par ailleurs inauguré le nouveau siège du Parlement angolais dont la construction aurait coûté 185 millions de dollars selon les membres de l'opposition. En Afrique du Sud, la police anti-émeute a lancé ce mercredi des grenades dans l'enceinte du Parlement au Cap pour disperser des grévistes qui avaient interrompu le travail des commissions parlementaires. Ces grévistes, au nombre de 200 environ, sont membres du personnel administratif et de restauration du Parlement. Ils ont finalement été délogés par la police après une confrontation de plusieurs heures. Notons que c'est depuis lundi dernier que ces grévistes ont démarré leur mouvement. Ils réclament notamment de meilleurs salaires et de conditions de travail. La communauté internationale doit davantage aider le Soudan à réduire le flux de migrants d'autres pays africains. Il s'agit en particulier de ceux qui traversent le territoire soudanais pour rejoindre l'Europe via la Libye. L'appel a été lancé ce mercredi par un haut responsable soudanais. Le Soudan a besoin de plus de soutien pour faire face à ces défis, en particulier le trafic d'êtres humains et la contrebande. Ainsi s'exprimait à Khartoum Ahmad El Djizouli, commissaire aux réfugiés au sein du gouvernement. Une intervention lors d'un sommet consacré à Malte à la crise des migrants. Au cours de cette rencontre, les Européens devraient faire pression sur les Africains pour réduire le flux de personnes partant vers l'Union européenne. Pour les convaincre, la Commission européenne souhaite mobiliser 3,6 milliards d'euros en faveur d'un fonds fiduciaire pour l'Afrique. J'espère que la conférence à La Valette va soutenir ces projets pour réduire ce phénomène. Nous appelons la conférence de La Valette à soutenir des services aux réfugiés dans les camps pour qu'ils soient plus attractifs et ne poussent pas les gens à les quitter, ainsi que de grands projets aux frontières, des projets de production pour que ces gens et les demandeurs d'asile aient des opportunités de travail, car la plupart cherchent du travail. J'espère aussi que lors de cette conférence à La Valette, aujourd'hui et demain, le Soudan reçoive une part de ce soutien pour s'attaquer à ce phénomène qui est devenu un problème. Quelques 1100 migrants, la plupart des Érythréens, arrivent chaque mois dans l'est du Soudan. La plupart pour se rendre en Europe, selon le Haut Commissariat aux réfugiés. 60 à 110 personnes entrent chaque jour dans l'est du pays. Après le Soudan, leur route passe par la Libye, d'où ils tentent de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Italie.
Parlant toujours de la crise migratoire, un sommet commun entre l'Europe et l'Afrique s'est ouvert ce mercredi à Malte, sommet au cours duquel les Européens comptent faire pression sur l'Afrique pour qu'elle limite le flux de migrants vers l'Union européenne. Le sommet sera consacré aux causes profondes de la migration des Africains vers l'Europe. Ils sont attendus, les États membres de l'Union européenne et une trentaine de pays africains. Il devrait déboucher sur un plan d'action et des projets concrets d'ici fin 2016, notamment des aides financières et logistiques, ainsi que des plans de réinsertion ciblés. Mais cette rencontre Union européenne-Afrique est surtout une occasion pour les Européens d'appeler le continent africain à contenir le flux migratoire vers l'Europe. La Commission européenne espère arriver à mobiliser 3,6 milliards d'euros en faveur d'un fonds fiduciaire pour l'Afrique, dont elle apportera la moitié. Un montant qui servira au financement de nouveaux projets de développement destinés à freiner les départs des Africains. Quant aux migrations internes, l'Union européenne se propose de venir en aide au continent africain, notamment aux pays qui eux-mêmes accueillent de nombreux migrants, comme le Soudan, le Cameroun ou l'Éthiopie. La crise migratoire met sérieusement à mal la cohésion de l'Union européenne. Mercredi, au moins 18 migrants dont 7 enfants sont encore morts noyés au large des côtes turques en tentant de rejoindre la Grèce. Et à en croire les statistiques les plus récentes, quelques 1,2 million de personnes sont entrées illégalement dans l'Union européenne rien que cette année. Du sport pour refermer cette édition, Lamine Diack, l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, mis en examen pour corruption passive et blanchiment aggravé, a démissionné ce mercredi du Comité international olympique dont il était membre honoraire. Cette démission intervient au lendemain de sa suspension provisoire du dit comité. Le comité exécutif du Comité international olympique a décidé mardi de suivre la proposition du comité d'éthique qui prévoit de suspendre provisoirement Lamine Diack. Le Sénégalais, président pendant 15 ans de la Fédération internationale d'athlétisme jusqu'en août dernier, a été mis en examen pour corruption passive et blanchiment aggravé au sujet de cas de dopage en Russie. On lui reproche d'avoir reçu de l'argent pour cacher des pratiques dopantes. Lundi dernier, le Comité international olympique avait décidé de saisir sa commission d'éthique à son sujet. Son conseiller juridique, l'avocat Habib Cissé, a également été mis en examen uniquement pour corruption passive, tout comme le médecin français Gabriel Dolé, qui était en charge de la lutte antidopage à la Fédération internationale jusqu'à fin 2014. Dans la foulée, le chef du laboratoire antidopage russe a démissionné dans la nuit de mardi à mercredi après des accusations de dopage organisé dans l'athlétisme en Russie. Le scandale concerne d'autres pays et d'autres sports, selon la commission indépendante de l'Agence mondiale antidopage, qui révèle dans un rapport explosif un système de contrôle du dopage corrompu de la base au sommet en Russie. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programme sur SICA.